Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le stage que j'ai pu faire au sein de l'équipe VADER. Alors, l'intitulé du stage, c'est l'étude de l'attention visuelle et des biais attentionnels dans les comportements addictifs à l'aide de l'eye tracking. Avec des mots plus simples, c'est l'étude des réactions attentionnelles des personnes addictes et comparer celles-ci avec les personnes saines face à des stimuli liés à leurs addictions. Et pour fournir des données précises, on va utiliser la technologie de l'eye tracking. Alors, la présentation va se dérouler de la façon suivante. Je vais commencer par une petite présentation de la problématique, expliquer c'est quoi le biais attentionnel, pourquoi on étudie ça, et aussi l'objectif du stage. Ensuite, je vais vous présenter les missions que j'ai pu réaliser tout au long du stage et vous présenter enfin les résultats que j'ai pu trouver et les déroulés que j'ai pu proposer à mon équipe par la suite. Alors, pour commencer, pour la question à laquelle on va répondre, c'est pourquoi on s'intéresse au biais attentionnel. En fait, pour donner une définition assez simple du biais attentionnel, le biais attentionnel, c'est l'attention qu'on porte sur un objet en général. Et cette attention-là, elle est décomposée en 3 processus. On a d'abord le premier regard, c'est vraiment le côté réflexe, le premier regard qu'on jette sur l'image ou le stimuli en général. Ensuite, une fois qu'on a jeté notre premier regard, on a le temps de maintien. Combien de temps on a passé à regarder cette image-là une fois qu'on l'a regardée en premier. Et enfin, une fois qu'on a regardé cette image-là, on est resté dessus. Combien de temps on a eu besoin pour se désengager de celle-ci. L'idée, c'est forcément les personnes addictes face à des stimuli liés à leurs addictions. Le temps de maintenance, par exemple, sera beaucoup plus élevé. Le temps de désengagement aussi. Et par contre, le premier regard sera très rapide. Les personnes addictes ont tendance à regarder par pur réflexe les images ou les vidéos qui les stimulent le plus. Et du coup, on revient à notre question. Pourquoi on étudie ce biais attentionnel-là? En fait, il y a certains chercheurs qui ont découvert que en jouant sur ce biais attentionnel-là, hypothétiquement, on pourrait soigner ces addictions-là. Malheureusement, c'est ce qui a donné naissance, par exemple, à des thérapies comme l'attention bias modification, qui vraiment est une thérapie où on réentraîne notre cerveau. En fait, on met une série d'images à des personnes addictes et on les force à se désengager de celles-ci. Et à force, en fait, le cerveau est reprogrammé à s'habituer à ne plus regarder ces stimuli-là et donc de réduire, normalement, de soigner plutôt les addictions. Malheureusement, les résultats ne sont pas très concluants. En fait, on n'a pas pu vraiment soigner les addictions avec des thérapies du genre. Et c'est pour ça, du coup, et pour cause, plutôt, la cause, du coup, c'est que, du coup, on n'a pas assez d'informations sur la nature du biais attentionnel. Et c'est pour cela que ce stage est né, quoi. Et du coup, l'objectif du stage, justement, est de proposer un protocole de test qui pourra étudier de façon efficace et assez rapide les 3 processus que j'ai cités juste avant. Et du coup, forcément, nous, on est plus du côté ingénierie, du coup, et on n'a pas assez de connaissances au niveau de la psychologie. C'est pour cela que le stage est fait en collaboration avec Gaël Chalet, qui est spécialiste en addictologie. Et l'idée, c'est que je propose un protocole de test et ce protocole de test doit être validé par Madame Gaëlle. Et forcément, il y a des livrables qui seront attendus, notamment des résumés qui résument du coup les résultats que j'ai trouvés et le protocole qui sera rédigé de façon assez détaillée. En ce qui concerne les tâches que j'ai pu réaliser tout au long du stage, je les ai séparées en 2 gros blocs déjà. Parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps dans mon stage. C'est notamment la recherche d'informations qui m'a pris beaucoup de temps, puisque en fait, j'ai pas assez de connaissances au niveau de la psychologie. Du coup, j'ai dû un peu me former sur le sujet. Et du coup, j'ai dû chercher pas mal de papiers scientifiques. Et ensuite, une fois que ces papiers ont été choisis, du coup, de faire de la lecture active. J'ai précisé lecture active puisque l'idée, c'était pas de lire 40 papiers, mais surtout de vraiment garder l'essentiel de chaque test qui a été déjà fait. L'idée, c'était de prendre ce qui a été bien chez les autres scientifiques, éviter de refaire les mêmes erreurs et de voir aussi les possibilités d'évolution. Et enfin,
une fois ces connaissances regroupées, bah, en fait, l'idée, c'était de comparer aussi les résultats. Parce que des fois, des scientifiques ont pu faire exactement les mêmes tests, mais ont trouvé des résultats pas cohérents. Et du coup, bah, fallait trouver les causes de ces différences-là. Ensuite, une fois que je trouvais que j'avais assez de connaissances concernant le sujet, bah, je devais présenter, je faisais souvent des réunions avec mon équipe, composée ma tutrice de stage et Madame Gaëlle. Et l'idée, c'était à chaque fois de lui proposer mes idées et de connaître son avis et pour qu'elle puisse m'apporter des précisions ou des choses du genre. On a commencé d'abord notre étude par les addictions. En fait, le stage était un stage assez exploratoire. Pardon, assez exploratoire. On ne savait pas quel type d'addiction on voulait, sur lesquelles on voulait se projeter, si c'était des addictions avec ou sans substance. Au début, on a commencé avec les addictions, bah, l'addiction de l'alcool. Ensuite, on est passé au jeu d'argent. Et en fait, ces premières lectures-là ont permis vraiment de poser les bases pour la suite, parce que à la fin, on ne choisira ni l'addiction d'alcool ni l'addiction au jeu d'argent. Et en fait, ça m'a permis d'abord de prendre connaissance des paradigmes. Quand je dis paradigmes, c'est les tâches qui ont été utilisées pendant ces tests-là. Par exemple, il y a énormément de tests. J'ai pris un exemple pour vous donner une idée. Par exemple, le Stroop Test, qui, par exemple, en fait, l'idée, c'est de mettre le patient addict face à des mots avec des couleurs. Et en fait, l'idée, c'est que le patient donne la couleur qu'il voit le plus rapidement possible. Et l'idée, le résultat attendu, c'est que bah, si le mot est en lien avec son addiction, bah, le patient prendra plus de temps à donner la couleur. Bah, ça, typiquement, c'est un exemple de test qui n'est pas nécessaire dans notre cas d'étude à nous, qui n'est pas assez efficace. Après, on en verra d'autres que j'ai pu proposer. Il y avait aussi un point important, c'était le nombre de participants. En fait, il y avait une des causes des résultats assez différents, c'était bah, du coup le nombre de participants. En fait, les scientifiques ne faisaient pas de calcul statistique avant les tests pour vraiment pouvoir appuyer leurs propos. Et du coup, soit ils prenaient très peu de participants, et du coup, ils ne pouvaient pas généraliser les résultats trouvés, ou à l'inverse, il prenait beaucoup de participants et du coup des fois à cause de ça bah des fois il trouvait des résultats un peu aberrants et du coup ça faussait les résultats. Du coup j'ai pu faire avec un logiciel JPower qui est un logiciel de calcul statistique. J'ai fait un premier calcul avec un test qui contient trois niveaux de test et le logiciel m'a proposé un nombre de 76 participants. L'idée est d'en prendre aux alentours de 80, voire un peu plus, pour éviter d'avoir des problèmes, peut-être des erreurs de calibration de l'eye tracker ou des choses du genre. Et aussi avec cette lecture-là, bah, j'ai vu l'importance aussi du temps d'affichage de ces stimuli-là. En effet, quand on revient à la définition que je vous ai donnée avant, pour pouvoir étudier le premier regard ou le maintien ou le désengagement, en fait, il faut juste jouer sur le temps d'affichage de ces stimuli-là. Si on affiche de façon très courte, bah, on travaillera plus sur le premier regard. Et si c'est des temps Pardon. Sur des temps d'affichage un peu plus longs, bah, on sera plus sur du maintien ou du désengagement. Bah, du coup, avec ces résultats-là, bah, j'ai pu proposer un premier déroulé. Le test se déroulera en 3 niveaux, comme j'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'était que chaque niveau étudie un des processus. Notamment, on a par exemple le niveau 1 qui va plus étudier le premier regard. En fait, l'idée, c'est d'afficher d'abord une croix de fixation pour être sûr que le patient regarde au centre de l'écran pendant quelques millisecondes. Et ensuite, afficher 2 images à côté pendant aussi 200 millisecondes. J'avais précisé les 200 millisecondes parce que c'est ce qui a été fait en général dans les labos de recherche. Et ici, comme j'ai dit, l'idée c'était d'étudier le premier regard pour voir si la personne addicte a plus tendance à regarder par réflexe les images liées à leur addiction ou les images neutres. Et forcément, le résultat attendu, c'est que les personnes addictes regardent en premier les images liées à leur addiction. Ensuite, le niveau 2,
C'est exactement la même procédure, mais avec un temps d'affichage un peu plus lent. Ici, l'idée, c'est d'étudier un peu plus le temps de maintien. Et enfin, le niveau 3 qui est un peu plus poussé. En fait, l'idée, c'est d'afficher toujours une croix de fixation au début, afficher une image de façon aléatoire sur l'écran. Et enfin, pour pousser la personne addict à regarder cette image-là, et une fois cette image-là regardée, ben on fait apparaître, pareil, une cible de façon aléatoire sur l'écran pour forcer la personne, le patient en général, à se désengager de cette image-là et à regarder la cible le plus rapidement possible. Pareil ici, l'idée, c'est que si le patient est une personne addicte et que l'image est liée à son addiction, ben, il aura plus de mal à se désengager de celle-ci pour regarder la cible. J'avais proposé du coup ce déroulé-là à Madame Gaëlle. Elle a eu quelques remarques, notamment par rapport à l'effet de l'entraînement, puisque comme vous voyez, par exemple, le niveau 1 et le niveau 2 sont assez proches, et du coup, la réponse du patient sera plus rapide, pas parce que l'image est liée à son addiction ou quoi, c'est parce qu'en fait, il est habitué. Et du coup, l'idée qu'elle m'a proposée, c'est en fait, entre un patient A et un patient B, bah, les ordres, on les alterne. On change d'ordre à chaque fois pour éviter de fausser les résultats. Au final, on n'a pas gardé ces addictions-là. Pardon, j'ai mal à la gorge. Pourquoi ce changement? En fait, parce que en fait, l'addiction aux réseaux sociaux, c'est quelque chose de très récent. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur ça. Et surtout que, en fait, ça a été déclaré comme vraiment une addiction juste dernièrement. Donc, il y a encore matière à faire, il y a encore des choses à faire, des choses à découvrir. Et on a trouvé ça plus stimulant. Et notamment, les tests qui ont été réalisés pour l'instant concernant cette addiction-là sont assez basiques. Donc, on pourrait apporter une touche un peu d'innovation. Donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose d'un peu plus stimulant. Et enfin, la question qu'on se posait aussi, c'est est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces addictions-là? Et la réponse est non. Et c'est quelque chose de positif pour nous, puisque on pourra garder les connaissances qu'on a eues pour les autres addictions et les transposer dans notre addiction à nous. Et j'ai oublié de le dire aussi, il y avait aussi une question d'éthique, puisque en fait, à force d'afficher des images liées à les addictions des personnes, on peut amener à une rechute ou peut-être à une envie de reconsommer ces produits-là. Et du coup, l'effet de l'alcool et des jeux d'argent est un peu plus important. Et du coup, pour limiter ça, on a préféré de se mettre du côté des réseaux sociaux. Et du coup, après une dizaine de papiers, j'ai pu encore une fois proposer un déroulé qui est assez similaire de celui que j'avais proposé avant. Mais ici, l'idée, c'était surtout de se concentrer sur le craving. Ici, on voulait évaluer l'influence du craving dans l'addiction, dans les réactions attentionnelles. En fait, le craving, c'est l'envie sur le moment actuel de vraiment consommer ce produit-là. Et l'idée ici, c'était pareil, de garder une structure sur 3 niveaux, de faire un niveau 1 qui est basé sur le dot prop task. C'est le dot prop task. Ici, pareil, l'idée, c'était d'afficher une croix de fixation au début, 2 images. Soit l'image on a une image neutre et une image liée à l'addiction ou l'inverse ou vice versa. C'est de façon aléatoire. Et en fait, l'idée, c'était de garder une des 2 images en fonction de où le patient regarde et de faire apparaître une cible. Ici, dans ce cas-là, c'est un point. Et l'idée, pareil, c'est d'étudier le désengagement de celle-ci. La grosse différence, c'est que entre les 2 niveaux, j'ai rajouté un scroll de 2 minutes. J'ai fait exprès de faire un temps de scroll assez court pour vraiment accentuer le craving chez la personne. Si on scrolle pendant un petit moment, on a envie de continuer et du coup, ça pourra vraiment augmenter le craving et du coup, comparer les résultats du niveau 1 avec le niveau 3. Au début, l'idée, c'était, j'avais comme idée de garder le niveau 1, mais juste d'étudier l'influence après, juste après le scroll. Mais pareil, on retombera sur le même problème qu'avant, c'est l'effet d'entraînement. C'est que les patients seront plus rapides à répondre, pas parce que, en fait, pas à cause du craving, mais juste parce qu'ils sont entraînés et ils sont habitués.
Et du coup, j'ai décidé de proposer un nouveau test, un nouveau paradigme, qui est le Change Blindness Paradigm. Ici, l'idée, c'est simple, on a deux images, une image d'origine et une image légèrement modifiée. Et l'idée, c'est d'afficher en boucle ces deux images-là jusqu'à ce que le patient remarque la différence des deux images. Et ici, l'idée, c'est que si la modification concerne un objet lié à leur addiction, ils seront plus rapides à détecter ce changement-là. Et si c'est une image neutre, du coup, l'inverse sera présent. Et du coup, pareil, ici, l'idée, c'est de quand même d'alterner les niveaux et de ne pas garder le même ordre. À part pour le scroll, que je pense c'est le scroll qu'on va garder au niveau 2. Et autre chose aussi, c'est pour éviter de fausser les résultats, j'imagine que la personne sera un peu gênée de scroller un peu devant nous et nous montrer son fil d'actualité. Donc l'idée, ça serait de développer un petit réseau social assez simple pour juste vraiment voir les zones qui les intéressent. Par exemple, est-ce qu'ils regardent le nombre de likes, qui est connecté, etc. Voilà. À côté de ça, heureusement, il n'y a pas eu que de la lecture et de la recherche d'informations. J'ai eu quelques tâches annexes, notamment j'ai eu la chance de manipuler le casque VR qui était en possession du labo. On avait le MetaQuest 3. Pourquoi on voulait faire cela? Parce qu'on voulait déjà avoir un prototype de test. C'était, si vous vous rappelez, c'était le niveau 1 du premier déroulé que je vous avais montré tout à l'heure. Le seul souci qu'on a rencontré, c'est qu'on pensait que le MetaQuest 3 avait intégré un eye tracker dans le casque virtuel. Malheureusement, c'est pas le cas, mais on a quand même décidé de faire le prototype au cas où, si jamais il y a un casque VR un peu plus qui a un eye tracker intégré. Et cette tâche-là m'a permis de faire autre chose déjà, et aussi de manipuler des logiciels assez intéressants. Notamment, j'ai pu faire le niveau 1 grâce au logiciel Unity. J'ai dû coder quelques lignes de code, c'était pas très. Le logiciel est assez intuitif, donc ça n'a pas été très compliqué, mais assez intéressant. Ensuite, on a eu la chance. En fait, c'était pas sûr, mais on a eu la chance de recevoir le Live Tracker. Alors, on l'a reçu en prêt. Live Tracker, c'est un Tobii Pro Glass 3. C'est un des plus récents, donc assez performant. J'ai pu le manipuler il y a pas longtemps, j'ai eu le temps de faire une prise en main. Ici, comme vous voyez, on a j'avais fait un petit test hier. Je scrollais pareil, je scrollais un peu sur mes réseaux et on voyait où exactement mes yeux se posaient. J'ai pu le prendre en main juste hier et il y a pas mal de fonctionnalités dessus. On peut vraiment récupérer pas mal de données intéressantes. Notamment, on a aussi l'évolution de la dilatation des pupilles des yeux. Et du coup, ça pourrait être une donnée assez intéressante puisque, en fait, cela dépend de ce qu'on regarde. Si, par exemple, l'image qu'on regarde nous intéresse, nos pupilles seront plus dilatées. Et du coup, ça nous amène à une évolution assez intéressante de notre étude et qu'on pourrait intégrer aussi dans notre test. Voilà, merci pour votre attention. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Pendant l'étude que vous avez faite, est-ce que vous avez pris en compte, par exemple, l'influence des couleurs vives des photos? Oui, on a parlé de ça. Justement, il fallait faire attention. Ça faisait partie des variables de confusion qui pourraient fausser nos résultats. En fait, il fallait être sûr que la personne regardait, par exemple, la personne addict, on devait être sûr qu'elle regardait l'image liée à son addiction parce que c'était lié à son addiction et pas parce qu'elle était plus vive ou plus colorée. Du coup, il fallait vraiment faire gaffe à avoir un équilibre, effectivement, entre les deux images. On ne peut pas normaliser dans ce genre de cas? On peut, ça pourrait être une idée. Et là, en fait, à l'issue d'un test, tu peux mesurer, ça va être très clair pour moi, tu mesures quoi, le niveau d'addiction de la personne? Non, justement, on veut voir comment elle réagit face à ces addictions-là. Et ces études-là seront utilisées ensuite pour créer justement des thérapies un peu plus efficaces par la suite.
Et du coup, grâce aux données de l'eye tracker, par exemple, on peut voir est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les réactions entre une image saine et une image liée à son addiction, justement. D'accord. Et du coup, le nombre de personnes que tu as obtenu, là, Oui. 67, Oui. est-ce que tu sais quel est le test statistique qui est utilisé par le logiciel pour donner ce chiffre? C'était un ANOVA. Je ne sais pas si ça vous parle. C'était un ANOVA. Franchement, je m'y connais pas trop, mais c'était ça. C'était un ANOVA. J'ai pas trop poussé l'étude statistique encore. Une autre question? Sinon, on a déjà pas mal déroulé. On va pouvoir passer au troisième séminaire, troisième présentation.